Et si la prochaine superpuissance financière n'était ni la Chine, ni la Russie, mais bien l'Afrique, armée non pas de pétrole, mais d'or? Imaginez un instant. Le Ghana, ce pays d'Afrique de l'Ouest autrefois appelé la Côte de l'Or, frappe un grand coup en interdisant totalement aux étrangers d'entrer sur le marché de l'or artisanal. Plus aucun investisseur étranger, plus aucun acheteur hors du continent africain n'a le droit d'acquérir ou d'exporter le moindre gramme. Désormais, une institution gouvernementale inédite contrôle chaque sortie, chaque gramme d'or qui quitte le pays, chaque transaction, chaque lingot. Pour la première fois, c'est une administration nationale qui surveille, enregistre et valide tous les mouvements de la plus précieuse ressource du pays. Ce métal précieux n'est plus seulement une ressource, il devient un levier de souveraineté. L'Afrique impose ses conditions. Notre or, notre avenir, notre peuple. Pendant des siècles, la destinée de l'or africain se décidait ailleurs. On se souvient du temps où, dans les salons feutrés de Londres ou de New York, des négociants fixaient le cours de l'or extrait du sol africain sans jamais avoir foulé le continent. Aujourd'hui, cette richesse redessine la carte du pouvoir mondial. Le continent ne vend plus au plus offrant. Il s'impose au centre du jeu financier, prêt à imposer ses propres règles. Pourquoi ce changement devrait-il tous nous alerter? Parce que l'or africain prend désormais un autre rôle. Il sert à défier la suprématie du dollar américain. Si vous pensez que ce n'est qu'un enjeu local, détrompez-vous. Ce virage risque d'affaiblir la valeur de vos économies, de bouleverser les marchés et d'ébranler la stabilité monétaire mondiale. Tourner le dos à cette révolution, c'est risquer de perdre pied dans la nouvelle réalité économique. Restez attentifs. La décision du Ghana n'est qu'un premier domino. L'Afrique prépare une révolution globale qui pourrait renverser toutes les certitudes du commerce et de la finance internationale. Mais comment en est-on arrivé là? Derrière cette décision radicale se cache une stratégie mûrie depuis des années, portée par de nouveaux acteurs et des alliances inédites. Pour mieux comprendre, il faut revenir en arrière et observer l'histoire longue d'un continent qui, pendant des générations, a vu ses richesses partir vers d'autres horizons. Pendant des décennies, les règles du jeu économique mondial étaient écrites à Washington et à Londres. Mais aujourd'hui, un événement inédit se profile. L'Afrique prend elle-même la plume pour rédiger sa propre histoire financière. Ce n'est pas la première fois qu'un continent tente de s'émanciper. Au XIXe siècle, l'Amérique du Sud, sous l'impulsion de figures comme Simón Bolívar, a cherché à s'émanciper du joug colonial. Mais jamais dans l'histoire moderne, un continent entier n'a tenté de transformer une ressource naturelle en moteur d'indépendance financière et monétaire à cette échelle. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur l'ordre qui a longtemps dominé le commerce international. Dès la fin du XIXe siècle, les ressources africaines, or, diamants, minerais rares, étaient extraites à grande échelle, mais toujours au prix fixé par des marchés lointains, à Londres ou à New York. L'Afrique servait de grenier à matières premières, mais ni le pouvoir ni les profits ne restaient sur le continent. Au début du XXe siècle, par exemple, la Gold Coast britannique, aujourd'hui le Ghana, produisait déjà des tonnes d'or, mais la quasi-totalité des bénéfices filait vers la couronne britannique et ses partenaires commerciaux. L'histoire se répétait à Johannesburg, où la ruée vers l'or a bâti la fortune de quelques familles européennes, tandis que la population locale vivait dans la pauvreté. Rapidement, le dollar américain est devenu la clé de voûte de ce système. Après la Seconde Guerre mondiale, l'accord de Bretton Woods a fait du dollar le pilier du commerce mondial. Chaque transaction majeure, du pétrole à l'or africain, se faisait en dollars. Ce n'était pas seulement une monnaie, mais un instrument d'influence politique et économique pour les États-Unis. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que dans les années 1970, lorsque la parité dollar-or a été rompue, c'est toute l'économie mondiale qui a vacillé. Le dollar, libéré de son ancrage à l'or, est devenu une monnaie de réserve mondiale par la seule volonté politique et la force économique de Washington. Ce système n'a rien d'anodin. Les politiques occidentales ont été imposées à l'Afrique au moyen de prêts conditionnés et du contrôle indirect des matières premières. La dette, presque toujours libellée en dollars, a lourdement pesé sur les budgets africains. Pour obtenir de nouveaux financements, les gouvernements devaient se plier aux exigences de Washington ou du FMI. L'Égypte, par exemple, a vu sa politique économique dictée par le Fonds monétaire international en échange de prêts essentiels. Le Nigeria a dû céder une partie de ses ressources pétrolières comme garantie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, tous ont connu ce cercle vicieux où la richesse nationale s'évapore au profit de créanciers étrangers. Mais le plus frappant, ce sont les conséquences concrètes de l'instabilité du dollar sur les économies africaines. Une simple secousse à Wall Street,
et soudain, le prix du pain ou du carburant explose à Abidjan ou à Bamako. Les familles africaines ont payé le prix fort pour un système monétaire qu'elles n'avaient jamais choisi. Lorsque la crise financière de 2008 a éclaté, c'est toute l'Afrique qui a subi de plein fouet la volatilité des marchés mondiaux, alors même que la plupart de ces pays n'étaient pour rien dans les dérives des subprimes américains. Ne pas saisir cette toile de fond, c'est passer à côté de la portée historique de ce qui se joue aujourd'hui. Car c'est tout ce passé d'exploitation, de dépendance et de volatilité qui explique l'émergence d'une alternative africaine. L'histoire du franc CFA, par exemple, montre à quel point l'Afrique a longtemps été privée de maîtrise monétaire. La France, jusque dans les années 2000, fixait la politique de change de 15 pays africains. Aujourd'hui, le vent tourne. Les populations réclament leur part du gâteau et exigent des dirigeants qu'ils reprennent le contrôle de leur monnaie et de leurs richesses. Mais cette fois, l'Afrique ne subit plus l'histoire. Elle la façonne. Elle s'inspire d'autres épisodes marquants comme la révolution pétrolière des pays de l'OPEP dans les années 70, lorsque l'Arabie saoudite et ses voisins ont imposé des quotas et relevé les prix du pétrole, bouleversant l'économie occidentale. L'Afrique s'inspire de ces modèles pour écrire son propre destin. Comment ce sursaut d'indépendance prend-il forme ? Quelle stratégie se cache derrière l'alliance de l'or africaine, bien décidée à bouleverser l'ordre établi ? Quels leviers et quels obstacles jalonnent cette nouvelle route vers la souveraineté ? Pour saisir la portée de cette alliance, il faut d'abord comprendre comment l'Afrique s'est organisée en coulisses. Car derrière ce mouvement, une stratégie méthodique est à l'œuvre. On pourrait évoquer le Congrès panafricain de 1945, où des intellectuels africains rêvèrent déjà d'unir le continent. Mais cette fois, le rêve devient réalité. Des chefs d'État, des banquiers, des ingénieurs et des juristes s'assoient à la même table pour construire une architecture financière inédite. Autrefois morcelé, le continent africain choisit aujourd'hui l'unité et l'or pour secouer l'ordre financier mondial. Ce n'est plus un rêve, mais un fait. L'Alliance africaine de l'or vient de naître. Pour la première fois, une douzaine de nations productrices unissent leurs réserves, harmonisent leur production, coordonnent leurs raffineries et synchronisent leurs exportations d'or. Imaginez la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et tant d'autres, qui jusque-là rivalisaient pour attirer les mêmes investisseurs, mettre de côté leurs différends pour négocier ensemble face aux mastodontes occidentaux. Fini l'ère où chaque pays négociait isolément, vulnérable face aux géants de la finance. Désormais, c'est l'Afrique qui dicte ses règles et impose sa cadence sur les marchés internationaux. Un parallèle frappant pourrait être fait avec la création de l'Union européenne, où les économies jadis concurrentes ont compris la force de l'Union. Cette fois, c'est le continent africain qui s'empare de ce principe, non pour harmoniser des politiques agricoles, mais pour transformer une ressource stratégique en levier de puissance. Au centre de cette révolution, une autorité financière panafricaine émerge dotée d'un mandat inédit: garantir la stabilité d'une monnaie nouvelle adossée aux gigantesques réserves d'or du continent. Ce tabou, vieux de plusieurs générations, vole en éclats. Pour la première fois depuis la colonisation, une alternative crédible au dollar américain prend forme, portée par la puissance minérale d'un continent autrefois spolié. Cette monnaie, baptisée provisoirement l'Afrogold, vise à s'imposer d'abord dans les échanges intra-africains, puis à séduire les partenaires étrangers. Mais l'innovation va plus loin. Grâce à des systèmes de paiement intra-africains inédits, les échanges commerciaux entre membres de l'Alliance ne passent plus ni par le dollar ni par l'euro. La dépendance aux banques occidentales, aux taux de change imposés, s'effondre. L'or devient le socle des transactions africaines, offrant une circulation de valeurs plus juste, transparente et sous contrôle local. Des plateformes numériques inspirées des succès de M-Pesa au Kenya ou de Flutterwave au Nigeria voient le jour pour faciliter les paiements en Afrogold ou en or tokenisé. Ce nouvel équilibre attire de puissants alliés étrangers prêts à soutenir la rupture. La Chine, l'Inde, les États du Moyen-Orient, tous voient dans l'Alliance une opportunité de s'affranchir du joug occidental, bâtissant de nouvelles routes commerciales plus équitables. À titre d'exemple, la Chine, déjà premier importateur d'or mondial, a signé des accords de coopération bilatérale avec le Ghana et la Tanzanie pour garantir son approvisionnement en dehors des circuits dominés par le dollar. L'Afrique n'est plus un simple fournisseur de matières premières, elle devient un acteur stratégique incontournable. À Washington, l'inquiétude enfle. Les conseillers de la Maison-Blanche redoutent une contagion qui précipiterait la chute du dollar. Si l'Afrique prouve qu'on peut commercer sans la devise américaine, qui suivra ? Ce spectre hante déjà Wall Street.
Dépréciation brutale du dollar, inflation incontrôlée, fuite massive des capitaux. Des millions d'épargnants américains sentent que la suprématie de leur monnaie ne suffit plus à garantir leur avenir. Le souvenir de la crise du dollar des années 70 ressurgit, mais cette fois, la menace vient du Sud. Face à l'Alliance africaine, c'est le système monétaire mondial qui chancelle. L'Afrique impose ses conditions, forçant les puissances établies à revoir leur stratégie. Jamais l'ordre bâti autour du dollar n'a paru aussi précaire. Les agences de notation s'inquiètent, les hedge funds réévaluent leurs portefeuilles et les banques centrales occidentales se demandent comment protéger leurs réserves. Mais cette audace ne va pas sans résistance. Les premiers signes d'une contre-attaque se dessinent déjà, menaçant de faire basculer l'équilibre fragile. Des campagnes de dénigrement médiatique émergent, mettant en avant les risques de corruption ou d'instabilité politique en Afrique. Certains groupes de pression à Washington plaident pour le retour aux sanctions économiques ou la suspension de l'aide au développement. Mais la dynamique semble difficile à inverser. Imaginez, et si dès demain, le dollar cessait d'être la clé de voûte de l'économie mondiale? L'Afrique, forte de réserves d'or colossales, inspire soudain d'autres régions. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. En quelques années, le modèle africain devient contagieux. Partout, des marchés troquent le dollar contre des monnaies adossées à l'or. Le Brésil, l'Arabie saoudite, le Vietnam, tous observent le phénomène et amorcent des discussions pour créer leur propre monnaie indexée sur les ressources naturelles. Immédiatement, la demande mondiale pour le dollar s'effondre. Les investisseurs anxieux rapatrient leurs capitaux. La volatilité s'empare de Wall Street. Le dollar, jadis souverain, vacille. L'inflation dévore les économies américaines, l'épargne de millions de foyers fond au fil des jours. On assiste à une fuite vers les actifs tangibles, immobilier, matières premières, cryptoactifs. Mais ce tremblement de terre ne s'arrête pas là. Les sanctions américaines, autrefois redoutées, perdent leur tranchant. De nouvelles routes commerciales émergent. L'Afrique, jadis simple fournisseur d'or, attire un raz-de-marée d'investissements. Ports, usines, chemins de fer voient le jour, financés par des obligations sécurisées par l'or du continent. C'est un scénario qui rappelle la montée fulgurante de la Chine au début du XXIe siècle, lorsque les investissements affluaient vers Pékin au détriment des économies occidentales. La bourse de Lagos s'impose à la une de la presse économique internationale. L'influence occidentale sur les prix des matières premières s'efface. Désormais, cacao, cuivre, pétrole ou lithium se négocient à Dakar, à Johannesburg, à Nairobi. Le centre de gravité du commerce mondial bascule vers le sud. Les indices de boursiers africains prennent une importance inédite. Le JSE de Johannesburg, la BRVM d'Abidjan et l'Egyptian Exchange deviennent des références. Pour l'Occident, c'est l'aube d'un long déclin. Il doit désormais composer avec une Afrique devenue arbitre et non plus simple acteur. La géopolitique des matières premières est renversée. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, l'Afrique impose ses règles. Contrats en monnaie africaine, accords négociés sur place, loin des salles de marché occidentales. Comme l'OPEP l'a fait pour le pétrole, l'Afrique réinvente la diplomatie de l'or. Mais ce nouvel ordre ne vient pas sans péril. Un bouleversement aussi brutal pourrait déclencher un choc financier mondial. Les monnaies occidentales, privées de leur filet, tanguent dangereusement. L'inflation, déjà galopante, menace de s'emballer. Les anciennes alliances Tessiouénia se fissurent. Des pays jadis alliés des États-Unis se rapprochent d'une Afrique prospère, attirée par ses infrastructures neuves et sa croissance fulgurante. On assiste à un redéploiement diplomatique. La Turquie, le Qatar, l'Indonésie multiplient les visites officielles à Accra, à Abuja et à Lusaka. Et pour chacun d'entre nous, nos économies, nos investissements, nos certitudes vacillent. Un tel renversement nous oblige à repenser la sécurité de notre épargne, la stabilité de nos institutions et la véritable place de l'Afrique dans le futur du monde. Les retraités européens, par exemple, voient que la valeur de leur pension fondre si l'euro pâtit de la nouvelle donne. Les entreprises multinationales doivent réévaluer leur chaîne d'approvisionnement. Mais ce scénario, aussi radical qu'il paraisse, est-il vraiment plausible ? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines du lien entre l'or et le dollar, et explorer comment l'Afrique s'est imposée comme nouvel épicentre de la finance mondiale. Le système de l'étalon or, qui prévalait jusqu'en 1971, garantissait la stabilité des échanges internationaux. Mais depuis, la confiance dans les monnaies fiduciaires repose sur la seule crédibilité des émetteurs. L'Afrique, en misant sur l'or, réintroduit un socle tangible dans l'économie mondiale. L'ère de la passivité est bel et bien terminée, pour l'Afrique mais aussi pour les investisseurs du monde entier.
Rester simple spectateur des bouleversements en cours, c'est accepter de voir le centre de gravité économique mondial glisser ailleurs sans y prendre part. On se souvient des investisseurs qui, au début des années 2000, ont raté la vague chinoise et l'explosion technologique. Aujourd'hui, ne pas regarder vers l'Afrique, c'est courir le même risque. Pour comprendre la portée réelle de cette révolution, il faut cerner les nouveaux moteurs de croissance. Les technologies minières, désormais appuyées par l'automatisation et la traçabilité blockchain, promettent une extraction plus éthique et nettement plus rentable. Au Ghana, des startups proposent déjà des solutions pour tracer chaque gramme d'or de la mine au lingot, garantissant une origine responsable. Les fintechs africaines, plus créatives que jamais, facilitent l'accès au crédit, aux paiements transfrontaliers et à l'inclusion bancaire dans des régions longtemps ignorées par les banques classiques. Le Kenya, avec M-Pesa, a révolutionné le paiement mobile bien avant l'Europe ou l'Amérique du Nord. L'énergie renouvelable connaît une ascension fulgurante. Des projets solaires et hydrauliques sur mesure fleurissent, adaptés aux réalités locales. Le Maroc développe l'un des plus grands parcs solaires au monde à Ouarzazate. L'Afrique du Sud investit massivement dans l'éolien. Le commerce digital, pensé et conçu en Afrique, affiche chaque année une croissance à 2 chiffres, portée par une jeunesse ultra connectée et avide de solutions nouvelles. Ces domaines ne relèvent plus du simple potentiel. Ils rebattent déjà les cartes de l'investissement mondial. La plateforme Jumia, cotée à New York, illustre cette percée. Mais la partie ne se joue plus seulement sur l'innovation technologique. La demande citoyenne pour plus de transparence et d'équité dans la gestion des ressources devient un impératif. Les gouvernements, confrontés à la pression de leurs opinions publiques et de la communauté internationale, sont forcés de relever leurs standards. Pour les entreprises et investisseurs, l'éthique et la conformité ne sont plus facultatives, mais vitales. Les ONG veillent, les médias locaux enquêtent, et les réseaux sociaux relaient les scandales en temps réel. L'autre moteur décisif, c'est la jeunesse africaine, la plus nombreuse et la mieux formée de toute l'histoire du continent. Chaque année, des millions de diplômés en ingénierie, technologie de l'information, cybersécurité ou développement durable arrivent sur le marché. Ce sont eux qui refondent les modèles économiques, créant des start-up et secouent les vieilles structures. Le Nigeria, par exemple, compte désormais plus de développeurs que la France. Les incubateurs poussent à Lagos, à Kigali, à Dakar. Pour les investisseurs avisés, les perspectives ne se limitent plus aux circuits financiers occidentaux. Les fonds souverains africains, les bourses régionales et les plateformes d'investissement participatif offrent des alternatives inédites pour diversifier son portefeuille. Miser sur la croissance africaine, c'est miser sur le long terme, l'agilité et l'innovation. L'exemple du fonds souverain du Botswana, qui gère les revenus du diamant pour financer l'éducation et la santé, inspire de nombreux voisins. Pour les épargnants du monde entier, certaines leçons s'imposent. Premièrement, diversifier ne relève plus du conseil, mais de la nécessité. Tout placer dans le dollar ou dans les marchés traditionnels, c'est s'exposer au choc monétaire. Prendre position sur des secteurs émergents et des régions dynamiques peut protéger le capital. Deuxièmement, suivre de près le développement des alliances monétaires, à l'image de l'alliance de l'or africain. De telles initiatives peuvent bouleverser la hiérarchie des monnaies et la valeur de nombreux actifs. Pour agir, il faut s'informer régulièrement auprès d'analystes spécialisés sur l'évolution des monnaies africaines, surveiller l'émergence de nouveaux indices boursiers et envisager de placer une fraction de son épargne dans les ETF adossés à l'or ou dans les fonds dédiés à l'économie africaine. Il est également judicieux de collaborer avec des fintechs locales pour profiter de la dynamique du marché. Rater ce tournant, c'est risquer de voir son épargne s'éroder alors que l'Afrique devient la locomotive de l'économie mondiale. Ceux qui sauront anticiper, s'adapter et agir prendront une longueur d'avance dans la nouvelle donne internationale. Alors, comment transformer cette mutation en opportunité et ne pas rester simple spectateur de l'histoire ? La stratégie à adopter n'est pas la même pour tous. Particuliers, entreprises ou institutions, chacun devra repenser ses choix. Explorons les premiers pas concrets pour s'adapter à cette réalité nouvelle. Pour les particuliers, il s'agit de diversifier son portefeuille, d'intégrer une part d'actifs tangibles et de s'informer sur les monnaies émergentes. Pour les entreprises, il faut identifier les partenaires africains sérieux, former ses équipes à l'environnement réglementaire local et investir dans les solutions technologiques africaines. Les institutions, elles, devront adapter leurs analyses de risque et revoir leur exposition aux nouvelles monnaies. L'Afrique ne sollicite plus la permission, elle établit désormais ses propres lois. Serez-vous simple témoin ou acteur engagé de ce bouleversement historique ? Ce n'est plus une promesse abstraite.
l'Alliance africaine de l'or vient de réécrire les règles du jeu mondial. Jadis cantonnés au rôle de pourvoyeurs de matières premières, ces pays imposent aujourd'hui leurs conditions et définissent eux-mêmes la valeur de leurs richesses. Pour la première fois, ils tournent le dos aux diktats des marchés occidentaux. Ce changement de cap n'est pas une simple opposition à l'Occident, mais une mutation profonde. L'Afrique, forte de ses réserves d'or inégalées, privilégie l'union et la stratégie sur le long terme. Un front uni émerge. Ces nations bâtissent un système financier autonome, libéré de l'emprise du dollar américain. Leur nouvelle monnaie, adossée à l'or, échappe aux fluctuations arbitraires de Washington ou de Bruxelles. Les échanges, auparavant tributaires des fluctuations du forex, reposent désormais sur une base solide et difficilement manipulable. Les conséquences sont immenses pour chacun de nous. Si vous détenez des dollars, votre pouvoir d'achat risque de s'éroder à mesure que l'influence de la monnaie américaine décline. Les investisseurs, eux, réorientent déjà leurs capitaux. L'or africain, longtemps sous-évalué, devient un pilier de stabilité. Même notre lecture des rapports de force internationaux doit changer. Rester passif, c'est courir le risque de subir un monde qui se transforme sans nous. L'histoire regorge d'exemples de civilisations qui n'ont pas su s'adapter à temps. L'enjeu est concret. Votre épargne, vos choix d'investissement, votre sécurité financière dépendent de votre capacité à anticiper ces mutations. Cette révolution ne concerne pas uniquement les gouvernements ou les grandes institutions financières. Elle touche chaque foyer, chaque portefeuille, chaque projet d'avenir. L'Afrique ne réclame plus sa place. Elle la prend. Les anciennes puissances n'ont plus le luxe de l'ignorer, sous peine de perdre leur avance. L'inaction n'est plus une option. Dans ce contexte, l'indifférence n'est plus une option. Ceux qui s'informent et se positionnent dès aujourd'hui seront les bâtisseurs de demain. Fermer les yeux, c'est risquer de voir son patrimoine fondre à la vitesse d'1 $ en perte de vitesse. Mieux vaut agir que regretter. Voulez-vous subir les conséquences d'un ordre mondial qui bascule ou saisir l'opportunité d'y jouer un rôle ? La vigilance stratégique et l'accès à l'information deviennent vos meilleurs alliés. Désormais, chaque décision prise en Afrique peut avoir des répercussions directes sur votre épargne et votre avenir. L'Afrique n'est plus le terrain de jeu des puissances étrangères. Elle réalise sa deuxième libération, non pas par les armes, mais par la souveraineté monétaire et la maîtrise de l'or. Dans cette épopée, seuls ceux qui anticipent prendront une longueur d'avance. Le basculement économique en cours pourrait bien être le plus fulgurant de l'histoire moderne. Il ne s'agit pas d'une secousse passagère, mais d'un nouveau chapitre. Osez regarder le monde autrement. Les routes de la richesse et du pouvoir changent de cap. À vous de choisir le rôle que vous déciderez d'endosser.